Août 1945, un flash, plus brillant que le soleil. En une seconde, des dizaines de milliers de civils perdirent la vie et le monde entra sans retour dans l'ère du nucléaire. Aujourd'hui, on va parler d'un moment qui a changé l'histoire, un moment qui a aussi inventé un nouveau concept, c'est-à-dire la paix par la menace de tout détruire. Oui, ça ressemble à un scénario Marvel, mais c'est bien la réalité. Alors, petite précision rapide avant l'entrée dans le vif, on entend souvent parler de bombe atomique, de bombe nucléaire. Oui, c'est la même famille, mais c'est pas exactement le même mot. La bombe atomique, c'est la première génération. Elle est faite de fission, on casse un noyau, c'est ce qu'on a largué sur Hiroshima et Nagasaki. Le terme nucléaire, lui, est plus large. Il inclut la fission et la fusion. La fusion, c'est la bombe H, c'est bien plus puissant. Pour faire simple, si un pays dit qu'il a l'arme nucléaire, c'est un peu comme s'il disait qu'il avait une console. En 1945, c'était une Game Boy, aujourd'hui, ce serait une PS5. Mais alors, les bombes larguées à Hiroshima et Nagasaki étaient-elles différentes? Eh bah, oui. Little Boy à Hiroshima était faite à partir d'uranium. 2 atomes d'uranium sont projetés l'un contre l'autre, créant une charge explosive. Pour cette bombe, il faut néanmoins de l'uranium très enrichi, et ça, c'est difficile à produire. Fat Man à Nagasaki, elle, a été conçue à partir de plutonium. On compresse une sphère de plutonium de charge explosive disposée tout autour. La densité augmente donc et la puissance également. Cette bombe est plus efficace mais demande beaucoup plus de timing. Elle s'active avec un détonateur à haute précision. Bref, donc au Japon, c'était toutes deux des bombes atomiques mais pas encore nucléaires. À la fin des années 30, des physiciens découvrent la fission. Ils comprennent qu'avec des atomes projetés l'un contre l'autre, on peut créer d'énormes explosions et donc avoir un réel poids sur la guerre. Les États-Unis, paniqués que l'Allemagne nazie dégaine la bombe avant eux, lancent le Manhattan Project. C'est secret, ça coûte l'équivalent du PIB d'un petit pays et ça transforme des villes entières en laboratoires. Le 16 juillet 1945, premier test dans le désert du Nouveau-Mexique, nom de code Trinity, et ça marche. On vient d'inventer l'arme la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Alors l'un des objectifs de garder tout ça secret, c'était évidemment d'en mettre plein la vue à l'URSS. La surprise fait partie du package, choix à l'américaine. Maintenant que l'essai a été concluant, il va falloir passer à l'application, et l'ennemi japonais sera la cible parfaite pour pouvoir tester cette arme de destruction massive. Pour Hiroshima, l'avion sera un B-29 Super Fortress. Son nom, Enola Gay, comme la maman du pilote Paul Tibet. Bon, il y avait peut-être mieux à faire comme cadeau à sa mère. La bombe, elle, s'appellera Little Boy. 4 tonnes, 3 mètres d'envergure, 64 kg d'uranium enrichi et une puissance de 15 000 tonnes de TNT. Pour remettre en échelle les 15 000 tonnes de TNT de Little Boy, sachez que 1 kg de TNT, ça ferait déjà sauter une voiture. Voilà, on a 15 millions de fois ça. À 2h45 du matin, l'Enola Gay décolle de la base américaine de Tinian. Au décollage, la bombe n'était pas opérationnelle pour ne pas faire sauter la base en cas de mauvaise manipulation. L'équipage devra donc armer Little Boy en plein vol. Les membres de l'Enola Gay n'ont pas le droit à l'erreur. L'avion monte à 9600 mètres d'altitude et à ce moment-là, le bombardier n'a toujours pas reçu la localisation du largage nucléaire qu'il s'apprête à faire. Un autre avion qui était parti quelques heures plus tôt en éclaireur a fait son repérage et communiquera le point d'impact à l'Enola Gay. On voit bien que pour cette opération, les Américains avaient tout anticipé pour ne laisser aucune marge d'erreur possible. L'enjeu était trop important, faire assez de dégâts pour neutraliser l'ennemi japonais, impressionner le bloc soviétique et se placer définitivement comme la puissance forte de l'Alliance. L'équipage, décoré de son retour, savait que ce serait massif, destructeur, un véritable massacre. Certains ont pleuré, d'autres se sont dit que c'était nécessaire, chacun gère sa conscience comme il peut. 9 août, 3 jours plus tard, ce sera au tour de Nagasaki de subir le feu. La cible initiale était Kokura, mais la météo était pourrie. Bockstar, l'avion de repérage, redirige donc vers Nagasaki. Fat Man, la deuxième bombe atomique, cette fois au plutonium, était encore plus puissante que celle d'Hiroshima. Elle faisait environ 21 000 tonnes de TNT. Dévastation différente à cause du relief, des collines ont partiellement amoindri l'effet, mais c'est resté un massacre. Bref, 2 villes, 2 bombes en seulement 3 jours, aucun encadrement, aucune législation, juste la démonstration absolue d'un pouvoir destructeur. Mais contrairement à ce que certains pensent, ce ne sont pas que les bombes qui ont mis fin à la guerre. Pour mieux comprendre, il faut remettre les événements dans l'ordre. Le 6 août, Hiroshima. 8 août, l'URSS déclare la guerre au Japon et attaque la Mandchourie. 9 août, Nagasaki. Le 15 août, l'empereur Hirohito capitule à la radio. La réédition sera officiellement le 2 septembre à bord de l'USS Missouri. Et l'empereur Hirohito échappera à toute conséquence. Les bombes ont joué un rôle énorme, mais l'entrée en guerre des soviétiques a pesé tout aussi lourd. Le Japon s'est retrouvé encerclé et a perdu son seul possible médiateur. L'économie a explosé, les villes incendiées. Ces grandes villes ont été massivement bombardées, comme Tokyo en mars 1945 où en une seule nuit on comptera 100 000 morts.
Certains historiens pensent que le Japon aurait fini par capituler même sans les bombes, d'autres disent que sans l'impact psychologique des bombes et la menace soviétique, la capitulation aurait été plus longue. Bref, c'est compliqué comme souvent avec l'histoire, mais pour résumer, ce n'est pas un seul bouton magique mais un tas de facteurs entassés qui ont poussé l'empereur du Japon à capituler. Au début des années 50, l'archipel japonais est un pays en ruine. Avec 3 millions de morts pendant la guerre, le Japon essaye de se reconstruire difficilement. Il est occupé par l'armée américaine jusqu'en 1952. Alors avant de finir, petite précision qui nous semblait important de rappeler, en 1945 ce n'est pas la science qui a décidé d'appuyer sur le bouton. Les scientifiques via le Frank Report s'opposaient à son utilisation, ils avaient même suggéré des tests et de ne pas utiliser la bombe sur des civils. La décision finale sera politique, finir la guerre, limiter les pertes alliées et envoyer un message à l'URSS comptait plus que tout. Voilà pour la partie scientifique, création, inauguration. On continuera à traiter le sujet dans la prochaine vidéo où on verra de manière globale ce que la bombe en 1945 a entraîné. Course aux armes, guerre froide, différentes doctrines nucléaires et comment la planète a tenté de se réglementer.